Alors bonjour et bienvenue officiellement sur le cours Analyse et conseils en fonds commun de placement. Mon nom est Pierre-Luc Poulain et ça va me faire plaisir d'être votre formateur pour le cours. C'est un cours, c'est le premier cours que j'ai créé quand j'ai commencé dans le domaine en 2001. Le premier cours que j'ai créé s'appelait Analyse et conseils. Il n'a pas changé de nom, on est rendu en 2018 et puis j'enseigne encore parce que les fonds, c'est les fonds, puis le conseil, c'est le conseil. Donc, les objectifs de ce cours-là, c'est un amalgame de différentes choses. Comme le nom le dit, analyse et conseil, c'est deux parties, cerveau gauche, cerveau droit. Une partie analytique, une partie où est-ce qu'on va décortiquer un peu qu'est-ce qu'un fonds, comment on analyse un fonds, c'est quoi des bons rendements et tout ça. Donc, la partie plus analytique. Et il y a une deuxième partie quand je donne en classe, habituellement, c'est l'après-midi, quand on est plus fatigué un petit peu. Le matin, on regarde plus les statistiques. L'après-midi, on regarde plus le côté des émotions, le côté de la relation. Donc, c'est pas un cours de vente en tant que tel, mais j'ai différentes histoires à vous raconter, différents petits trucs à vous apporter, puis en espérant que, ben, j'ai été dans le domaine quand même quelques années. J'ai commencé à vendre des fonds en 1987. Donc, à l'époque, c'était plus ou moins populaire. Puis les frais d'entrée étaient de 9%. Puis bon, j'entrerai pas dans tout le détail, mais disons que on arrive de loin, ça a changé beaucoup. Donc, les objectifs du cours, c'est un cours un peu de base qui va peut-être, si vous êtes un novice ou vous commencez, ça devrait vous aider. Si vous êtes intermédiaire, ça devrait vous aider. Vous êtes expert, normalement, vous n'êtes pas supposé être inscrit à ce cours-là. C'est un cours de base. Donc, les objectifs, c'est de vous aider, de vous donner des trucs et de vous faire partager des expériences que j'ai et en espérant que ça vous aide dans vos entrevues avec vos clients, tout simplement. Donc, on va y aller avec le survol du contenu. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Donc, pour ce qui est la partie analyse, ça va être des points de repère qu'on va regarder. C'est quoi les indices, les moyennes, les médianes, des points de repère pour savoir si c'est un bon, un moins bon fond. Donc, c'est quoi au juste ces choses-là? On va aller un petit peu plus, peut-être un peu plus loin que vous êtes habitué d'aller faire un tour. On va regarder des choses comme les rendements d'un fonds, le risque, comment on mesure le risque, le contenu d'un fonds, qu'est-ce qu'il y a, puis les complémentarités qu'il peut y avoir entre les différents fonds. Et j'aime dire les lettres grecques, l'importance des lettres grecques comme le alpha, le bêta et tout ce genre de choses-là. On va regarder ça ensemble sans moi, ce que j'aime faire, c'est de rendre ça simple. Donc, prendre des concepts qui ont l'air compliqués, puis de les rendre le plus simple possible. Faire du sens avec ça. Excuse pour l'anglicisme, puis faire du sens, make sense, oui. Donc, pour que ça ait un peu Normalement, j'ai rencontré deux sortes de conseillers financiers. J'ai le conseiller, habituellement, qui est très technique, qui va adorer ça. Puis, genre, le conseiller, habituellement, qui est plus humain, qui va être plus concentré sur la relation, puis ça va y passer 10 pieds par-dessus la terre. Fait j'espère de rester dans le milieu pas être trop technique, mais pas non plus être trop superficiel. C'est bon d'avoir un certain niveau de compréhension, puis c'est nous qui sommes les experts avec nos clients. Fait que l'idéal, c'est d'avoir une bonne compréhension de tout ça. Dans la première partie. Deuxième, on va parler des comportements irrationnels, de leur explication et des qualités essentielles d'un conseiller. Vous allez vous rendre compte que ça prend beaucoup de qualités pour être un bon conseiller financier. Je suis convaincu que vous en avez plusieurs. On va regarder ça ensemble. Donc, en introduction, ce que j'aime bien parler habituellement, encore une fois, parce que c'est mon cours, c'est la première fois que je l'enregistre. Habituellement, je le fais en salle, j'ai des gens avec moi, j'ai un groupe, puis je m'habitue, puis je m'ajuste à mon groupe. Là, de le faire un petit peu comme ça, à la caméra, c'est juste un petit peu déroutant pour moi, tout petit peu, juste assez. Et puis, donc, on continue. Donc, ce que j'aime parler, ça va être des fonds, l'industrie, où est-ce qu'on en est rendu. Quand j'ai commencé en 87, il y avait 300 fonds au Canada, puis il y avait, c'était même pas 30 milliards d'actifs. Regardez où on en est aujourd'hui. C'est les dernières statistiques auxquelles j'ai accès. Donc, en termes de l'industrie des fonds, j'en ai 9, en janvier 2017, on était à 893 milliards. On est rendu en décembre de fin 2017 à 966 milliards. C'est ça des fonds. On pourrait dire des fonds purs. Et mais regardez à quel point, ça c'est assez impressionnant, à quel point les fonds de fonds, c'est quand même des fonds qui investissent dans des fonds, mais c'est quand même une catégorie à part. Et on est à 510 milliards, donc ça se rajoute bien évidemment aux fonds purs. Donc des gens qui ne détiennent pas des fonds directement, mais qui vont acheter plutôt des packages que vous probablement vous suggérez que vous avez déjà beaucoup vendu avec vos clients parce que c'est plus simple, tout est mieux. Il y a des raisons pour lesquelles c'est rendu là. Donc on est à 510 milliards, donc quasiment la moitié
plus que la moitié même des fonds. Et on va le voir aussi selon les classes d'actifs. Donc, des fonds d'action, on est parti de 431, on est rendu presque à 484 milliards, donc des fonds d'action canadiens, européens, américains, ces choses-là. Des fonds équilibrés, bien évidemment, il n'y a pas de surprise, on est à 766 milliards, donc des fonds équilibrés, c'est clair que c'est ce que les gens achètent en général. Des fonds d'obligation, ça n'a pas bougé beaucoup, c'est à 187 milliards. Les fonds de spécialisation, ces fonds de services financiers, les fonds d'énergie, de ressources naturelles, de métaux précieux, puis ce genre de choses-là, c'est à 14 milliards, donc c'est très peu. Et les fonds de marché monétaire, ça m'inquiète, puis ça m'attriste presque plus que d'autres choses. Tu as 24 milliards de fonds de marché monétaire. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a encore de ça qui existe. Vous comprenez l'idée qu'avec les frais de gestion pour les bons du Trésor, on arrive à un rendement qui est souvent de zéro, puis même dans certains cas presque négatif. Peu importe. On n'est pas là pour faire la critique de ça aujourd'hui. Donc, on est à 1,4 trilliard, donc 1477 milliards de dollars, donc 1400 milliards exactement de dollars canadiens, donc dans le monde des fonds communs au Canada. Donc, quelles sont vos données? Quand un client ou vous-même, vous voulez vous informer sur un fonds ou des fonds ou faire des comparaisons, la question qui se pose, c'est quelles sont vos sources de données potentielles? Donc, c'est sûr que la place, normalement, qui est la première, c'est le site web de la compagnie de fonds. Puisqu'on va parler de Morningstar, mais quand la source originale, normalement, c'est le prospectus ou le site de la compagnie de fonds. Ça devrait être votre endroit de prédilection quand vous voulez vous renseigner sur les fonds de votre compagnie que vous vendez, mais aussi, vous avez la compétition. C'est un bon endroit à aller pour se renseigner encore plus. Le deuxième, c'est le Globe and Mail, le Globe Investors, donc la compagnie Globe and Mail qui produisent des données. C'est un accès gratuit qu'on peut avoir au niveau des fonds. Le troisième, le site de Morningstar, donc morningstar.ca, que vous connaissez sûrement, qui est disponible pour tous vos clients et qui vous donne accès à des fiches de fonds, bien évidemment. Et au final, le laboratoire Advisor, anciennement PalTrack, j'en parle ici. Pourquoi? Parce que on se rend compte que les autres données, votre client peut aller les chercher, puis il n'est pas nécessairement mieux équipé que vous. Le seul endroit où vous pouvez être mieux équipé que votre client, c'est avec le laboratoire Advisor, anciennement PalTrack, où est-ce que là, vous avez un outil qui coûte autour de 1 000 $ par année, que monsieur, madame, tout le monde n'ont pas accès, mais qui est extrêmement efficace et qui permet de faire la comparaison des fonds. Okay? On continue. Donc, au niveau de Morningstar, moi j'aime bien parler de Morningstar parce que c'est la grosse compagnie mondiale qui est connue et reconnue. Et je me suis amusé à un moment donné, juste pour vous dire quand la finance est vraiment du chinois. Pour vous donner une idée, je trouve assez particulière celle-là. C'est le site de Morningstar en Chine. Et on se rend compte qu'évidemment, tout est en chinois. La seule chose que vous voyez peut-être pas, on voit les étoiles dans le milieu. Donc en Chine, les étoiles sont demeurées jusqu'à 5 étoiles. Ils font 1, 2, 3, 5 étoiles. Et là, il y a un graphique qui ne paraît pas bien à l'écran. Mais le graphique, quand on compare un fonds avec un indice, un index ou un autre fonds, le graphique, même si on est en Chine, le principe du graphique demeure également. Mais c'est pour vous montrer à un moment donné que la finance n'a pas de frontières et que ce que vous apprendrez au niveau des fonds, la comparaison avec des indices, des moyennes, des médianes, toute cette façon-là, on est au Canada, au Québec, mais vous seriez en France, vous seriez en Australie, puis on amène le même genre de raisonnement, puis on aurait le même genre de raisonnement là-bas. Ce qui serait très drôle, c'est qu'en Australie, on n'aurait pas le contenu canadien, on n'en parlerait pas, on parlerait du contenu australien en premier, ensuite, probablement qu'on discuterait de l'Amérique du Nord ou des États-Unis, puis ainsi de suite. Bref, c'est pas encore le but de la chose, mais c'est juste pour vous donner une idée, je trouvais ça juste quand on dit que la finance est du chinois, va jamais arriver. Fait que cette histoire-là. OK, on continue dans le domaine de l'introduction. Donc, un des éléments que j'aime le plus discuter en classe, c'est quoi la différence entre un critère et une caractéristique? Parce qu'il faut se souvenir, on est dans le domaine de l'analyse, dans le domaine, on regarde les fonds. Quand je veux analyser, il faut que je sois capable de les classifier. Donc, un critère, une caractéristique. Bien, l'exemple que je vais souvent prendre, c'est je m'en vais magasiner une voiture, puis je vous dis, j'arrive dans la cour du concessionnaire, puis l'auto est blanche. Est-ce que le fait que l'auto soit blanche est un critère ou une caractéristique? Et là, absolument, je pose la question, j'entends la réponse, les gens lèvent la main, c'est un critère, c'est une caractéristique. Bien, le fait que l'auto soit blanche ou que toutes les voitures soient blanches, c'est une caractéristique, c'est dans le sens que c'est un fait que les voitures sont blanches.
Ça devient un critère la journée où je dis, ben moi, ce que je veux une voiture blanche, ou ce que je dis, moi, je veux rien savoir, je veux pas, je veux n'importe quelle couleur sauf du blanc, parce que le blanc, c'est visible, c'est de la rouille, puis bon, toutes sortes de choses que je peux avoir au niveau du blanc dans ma tête. Donc, à partir du moment où j'ai une opinion, où est-ce que je dis blanc, pour moi, blanc, c'est pas bon, j'en veux pas ou j'en veux, ça devient un critère. Mais l'auto, elle a 4 roues, elle a 4 portes, elle a un moteur 3 cylindres, 6 cylindres que vous voudrez. C'est toujours des caractéristiques. Ça devient un critère quand c'est important pour moi. Exemple, une voiture qui a un moteur 4 cylindres, j'ai une roulotte de 5000 livres, ça me prend au moins un 6 ou un 8, puis bon, ça me prend un moteur plus fort. Puis vous comprenez tout le principe. Donc, la différence, tout, quand on nomme quelque chose, quand on dit un homme, une femme, il fait beau, il fait chaud, la maison est grande, elle est petite, le terrain, c'est toujours des caractéristiques. Ça devient un critère la journée où je dis ça, j'en veux pas. Est-ce que c'est informatif ou décisif? Donc, un critère, ça nous aide à décider. Est-ce que c'est important ou divertissant? C'est important. Des fois, je vais entendre, dis-moi, les fonds, je regarde le gestionnaire. Tu regardes quoi? La chemise, la cravate, la coupe de cheveux? Qu'est-ce que tu regardes quand tu dis que tu regardes le gestionnaire? Donc, c'est important de s'aider à dire qu'est-ce qui m'aide à mesurer, qu'est-ce qui m'aide à décider et est-ce que c'est mesurable? Est-ce que ben, si c'est telle compagnie de fonds, j'en veux ou j'en veux pas? On va dire, ben moi, Fidélité, c'est ma compagnie, ou dis-moi non, je veux rien savoir Fidélité, j'ai été brûlé une fois, je ne veux plus rien savoir de telle compagnie de fonds. Et qu'est-ce qui se passe? Et celle-là que j'aime le plus, dis-moi, ça prend des bons rendements à long terme. Parfait, bon rendement à 5 ans. OK. Qu'est-ce qui se passe quand la caractéristique ou le critère n'est plus présent? Donc, j'arrive, j'ai un fonds, puis ces rendements sur 5 ans ne sont pas bons. Comment je m'y prends? Je n'ai pas la réponse au complet. Mon objectif, c'est juste de vous faire une réflexion sur qu'est-ce qui constitue pour vous un bon fonds ou un moins bon fonds, puis qu'est-ce qui va constituer le fait que, OK, je le vends, au sens que j'en parle à mon client, puis je vais le proposer à mon client, ou je vais dire à mon client, ben non, j'aimerais mieux, on devrait peut-être vendre ce fonds-là, puis acheter un autre à cause de telle et telle chose. C'est sûr que ça va dépendre si vous êtes un courtier, si vous êtes captif, si vous travaillez pour une compagnie d'assurance ou une compagnie de banque, par exemple, ou une caisse. Vous n'avez pas tout à fait complètement la même liberté que si je suis complètement un courtier indépendant où je peux vraiment vendre ce que je veux. Donc, c'est sûr que ça y joue. C'est un critère. Si vous ne pouvez pas le recommander parce qu'il n'est pas dans votre banque, ça devient automatiquement un critère. Mais c'est le genre de choses qui est le fun. On est dans un cours ici, on est là pour réfléchir. Donc, critères ou caractéristiques, est-ce que c'est important ou décisif? Et si vous prendriez un crayon, puis tu sais quoi, vos 3 ou 5 principaux critères, ça serait intéressant à faire comme exercice.